Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. La misogynie se transmet-elle de mère en fille? C'est la question que se pose la militante féministe Camille L'extrait à travers ce livre, Briser la chaîne. On en parle avec elle dans la première partie de cette émission. 4e tome des aventures de Alice Présidente, avec cette année une petite dédicace au JO. On parle avec son auteur dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Buan vous emmène en Inde où des fraudes au concours agitent le nouveau mandat du Premier ministre. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. J-5 avant le second tour des législatives, les universités et les grandes écoles disent non au RN. Oui, les organisations représentatives de l'enseignement supérieur ont décidé de prendre position des résultats qui montrent un risque réel que le Rassemblement national puisse disposer d'une large majorité à l'Assemblée nationale au soir du second tour, peut-on lire dans le communiqué. La menace est immédiate, réelle et inédite. Ce sont les mots choisis par France Université, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ou encore celle des écoles françaises de management ainsi que des grandes écoles dans un communiqué commun publié hier. Parce qu'elles se fondent sur des principes d'exclusion, de repli mais aussi sur la peur et le rejet de l'autre, la politique portée par le RN met en danger notre enseignement supérieur. Alerte donc ces universités, elle compromet l'accueil d'étudiants étrangers parmi lesquels certains deviendront doctorants et vont participer demain au rayonnement de la science française dans le monde. Critique et ajoute notamment ces organisations. Les résultats du CAPES sont tombés hier, c'est confirmé. Malheureusement, il manque des profs aussi à la rentrée. Effectivement, ce sont 629 postes manquants qui n'ont donc pas été pourvus pour le second degré, soit autant de professeurs en moins pour l'année prochaine. La perte est très importante d'ailleurs en mathématiques, moins 209 profs. C'est également le cas en physique-chimie, en lettres classiques et en lettres modernes aussi. Et puis dans le premier degré, ce sont 1536 professeurs des écoles qui vont manquer à l'appel. Rappelons qu'en septembre prochain, les groupes de besoins devraient d'ailleurs être mis en place et donc il va y avoir besoin tout simplement de professeurs. Les syndicats, et on en avait parlé ici même, avaient alerté notamment le gouvernement sur ce manque de professeurs. Rappelons qu'il y a des académies qui sont concernées, Versailles, Créteil ou encore en Guyane. Et ça ne va pas arranger donc du coup le problème de niveau en sciences des élèves, notamment au collège. Effectivement, qui est en baisse selon une enquête menée par le cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur des échantillons menés il y a notamment 6 ans et qui a dévoilé aujourd'hui ses résultats. Conséquence, les élèves de 3e sélectionnés répondent à une batterie de questions. Un peu plus de 4600 élèves de 3e venant de 204 collèges ont donc été sélectionnés sur le programme de 2008 à 2016 en SVT et en physique-chimie. Le bilan est le suivant, un score moyen de 250, stable depuis 2010-2007, qui a chuté toutefois, moins 12 points lors de ce dernier sondage et enquête. Une baisse de 16 points pour les garçons, de 10 points également pour les filles. Et puis les élèves appartenant au groupe de niveau les plus élevés ne représentent plus que 5,3% en 2018 contre 9,2% en 2013. Là aussi, une baisse de 4 points, c'est conséquent. Meta, dans le viseur de la Commission européenne, pourrait se voir infliger une nouvelle amende massive. Et cela concerne vos enfants qui sont peut-être adeptes de Facebook, d'Instagram ou encore de WhatsApp. Oui, la maison mère de ces 3 réseaux violerait les règles sur l'utilisation des données personnelles de ses utilisateurs pour leur afficher des publicités ciblées. Telles sont les conclusions de l'enquête préliminaire menée par la Commission. Meta doit demander le consentement de ses utilisateurs pour combiner les données issues de ces différents services. Alors pour se conformer à cette obligation, le groupe américain avait proposé depuis novembre dernier tout simplement de payer un abonnement mensuel entre 10 et 13 euros. Pour conserver d'ailleurs un accès gratuit à Facebook et Instagram, il fallait donc accepter de donner ces données. Meta donc peut désormais exercer un droit de défense. Si celle-ci est confirmée, la Commission va toutefois adopter une décision définitive. L'amende à la clé tout de même pour Meta, 12 milliards d'euros. Cela représente 10% de son chiffre d'affaires tout de même. Pour terminer, un collectif de rappeurs a lancé un morceau inédit contre l'extrême droite. Intitulé No Pasaran. Je ne sais pas si vous avez pu l'écouter. Si. L'écouter, j'ai vu les paroles. Eh bien, No Pasaran, qu'on va traduire en français pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas fait LV2 espagnol. Ils ne passeront pas, un célèbre slogan antifasciste des Républicains pendant la guerre civile d'Espagne entre 1936 et 1939. On a quand même
une vingtaine de rappeurs, célèbres, adorés des jeunes également. On pense à Fianso, à Zola, à Kenaton, du groupe IAM aussi, ou encore Seth Gecko et Sosomanes. Punchline, après punchline, le Rassemblement national en prend pour son grade, avec des propos assez virulents, on peut notamment l'entendre. Et puis, rappelons qu'en 1997, on a vu aussi quelques 17 artistes, là aussi issus du rap. Akhenaton faisait déjà partie de cette mouvance. Il y avait notamment un titre de près de 11 minutes 30 contre les lois racistes. Alors, au-delà de ces collectifs de musique, on a d'autres voix importantes qui se sont soulevées récemment. On pense aussi à Soprano, on en avait parlé ici, et puis aussi au grand DJ Snake. Alors n'allez pas tout de suite voir le morceau de rap. D'abord, vous suivez l'émission avec nous et puis ensuite, vous irez écouter cela. Merci beaucoup, Guillaume. Et si les mères étaient les premières à faire des réflexions patriarcales à leurs filles, par protection certainement pour que les jeunes filles évitent les dangers, mais aussi par convention, comment le patriarcat s'immisce dans l'éducation et surtout comment faire naître une réelle sororité. On en parle tout de suite avec Camille L'extrait. Militante féministe, membre originelle du collectif Collage Féminicide Paris, elle est aussi créatrice de contenu avec son compte Insta hystérique mais pas que. Camille L'extrait, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi venue nous parler de votre livre Briser la chaîne, misogyne de mère en fille, point d'interrogation, paru chez Le Duc Société. Ce qui m'a frappée, Camille, dès les premières pages, c'est pas tant finalement la vision des femmes qu'ont les hommes, mais plutôt celle des femmes vis-à-vis des femmes. Ça se ressent tout au long de ce livre. C'est vraiment une transmission qui, vous le dites, et d'ailleurs c'est misogyne de mère en fille, le sous-titre, qui s'opère selon vous vraiment de mère en fille ? C'était l'idée de ce livre, d'étudier un peu ce pan du féminisme qui n'était pas forcément une priorité, forcément, mais qui est important, de comprendre comment le système patriarcal englobe aussi les femmes, comment cette transmission du patriarcat, elle passe aussi de la mère à la fille, comment les injonctions sont perpétuées aussi par les femmes, le rôle en fait que chacune joue dans cet écosystème, et d'essayer un peu de détricoter ça. C'était aussi une volonté d'aller contre l'argument de oui mais moi ma mère elle pense comme ça donc c'est pas sexiste, etc. contre cette idée qu'en fait le patriarcat ne toucherait que les hommes et que seulement les hommes seraient imprégnés de cette idéologie, alors qu'en fait non, on baigne tous dans ce monde-là, et donc de comprendre en fait comment est-ce qu'on pouvait imposer aussi aux femmes ce patriarcat et donc cette transmission derrière. Alors une transmission donc, de l'idéologie, vous en parlez, mais aussi probablement par la volonté de se faire accepter dans la société. Finalement c'est une manière de se glisser, de se fondre. Oui, absolument. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà le fait de devoir répondre aux injonctions qu'on fait aux mères, d'avoir des filles sages, des filles polies, des filles jolies, des filles mariables, et donc de devenir les formatrices de leurs filles pour que leurs filles espèrent avoir une vie la meilleure possible. Parce que la meilleure vie pour une femme, finalement, c'est de trouver un bon parti, un mari. Dans un régime très hétérosexuel, où s'accomplir, c'est avoir un mariage parfait. Et donc les mères sont poussées à remplir ce rôle-là. Et il y a aussi, je pense, une quête de sens dans la vie, et parfois se mettre dans la voie qu'on nous a prédestinée, ça permet de trouver un sens à sa vie. Donc on voit encore aujourd'hui énormément de femmes défendre le droit des femmes à rester à la maison. C'est intéressant comme expression, le droit des femmes à rester à la maison. C'est une citation du Rassemblement national, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on parle du droit des femmes à rester à la maison comme si c'était un droit qui était menacé, comme si c'était une société qui était menacée? On voit vraiment que là, ça touche à l'essence, à ce pourquoi on est sur Terre. Et il y a vraiment cette chose qui se crée presque d'existentiel, de finalement, si je ne suis pas sur Terre pour être mère, être cette femme-là dans ce carcan-là, à quoi rime ma vie ? Finalement, pour servir à la fois l'homme, pour lui plaire, pour rendre service, tout est fait, effectivement, et ce que vous racontez en tout cas, autour de l'homme et de l'injonction, effectivement, de la société par rapport à l'homme. Et quand vous parlez, évidemment, de ces femmes donc, qui ont que le droit de rester à la maison, c'est aussi un mouvement qui existe et dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle le mouvement Tradwife, pour les femmes traditionnelles, enfin les épouses traditionnelles, et qui, effectivement, cultivent tout ce qui touche à l'homme. Et là, comment on a vu
ce mouvement démarré? Comment il continue d'exister aujourd'hui en France et ailleurs? Alors, c'est un mouvement qui est plutôt né des États-Unis, avec de plus en plus d'influenceuses qui vendent ce lifestyle, ce mode de vie-là, comme un mode de vie qui serait menacé par le féminisme, par les woke, etc. Donc, il y a un peu toute cette théorie du complot dont on voudrait menacer ce mode de vie, alors que le féminisme, finalement, c'est d'offrir la liberté de choisir. Et c'est absolument pas une menace envers les femmes, c'est juste une ouverture des possibilités. On voit qu'en France, c'est un discours qui est de plus en plus diffusé, notamment en politique, et qui est extrêmement réactionnaire. Et on voit que c'est beaucoup de femmes qui défendent ce discours-là, parce que quelque part, c'est ce que je disais, il y a quelque chose d'existentiel. Et si on retire aux femmes le fait qu'être mère, par exemple, c'est l'objectif d'une vie, et c'est ce qui donne le sens à une vie, l'accouchement est censé être le plus beau jour de la vie des femmes, alors qu'en fait, souvent c'est extrêmement douloureux et c'est hyper stressant. Le fait d'être mère, c'est que du positif, alors qu'en fait, quand on discute avec les femmes autour de nous, on se rend bien compte qu'il y a quand même beaucoup de contraintes au fait d'être mère, et il y a beaucoup de choses beaucoup de femmes qui ne regrettent pas forcément d'être mère, mais qui regrettent leur vie d'avant, toujours, etc., etc. Et donc, on a cette défense de ce modèle-là, parce que en sortir, c'est rentrer dans l'inconnu. Finalement, à quoi sert une femme sur Terre si ce n'est à enfanter? Le patriarcat nous a raconté toute notre vie que notre rôle dans la société, c'était d'enfanter. On est sur les concepts de biopolitique, tout simplement, il faut produire de la main-d'œuvre. Les femmes, en fait, c'est aussi ce que dit Macron avec le réarmement démographique. On est en guerre, il faut qu'on ait plus de soldats. Donc, en fait, la fonction femme dans notre société, c'est d'enfanter, etc. Donc, forcément, il y a certaines femmes qui cherchent à tout prix à conserver ce modèle-là, parce que sortir de ce modèle-là, c'est plonger dans l'inconnu, ça fait peur, forcément. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous allez plus loin encore, c'est de comprendre pourquoi ces femmes sont dans cette idéologie-là, dans cette transmission-là, et pourquoi, finalement, elles n'arrivent pas absolument à assumer l'égalité parfaite, si ce n'est leur côté féministe. Au contraire, elles vont jusqu'à faire prévaloir ce côté de femme qui est là pour l'homme de manière générale. Vous mettez beaucoup de vous, effectivement, dans ce livre, Briser la chaîne, donc, qui est paru aux éditions Luduc, et notamment, vous expliquez, ma mère m'expliquait qu'il fallait être consciente de la réalité et s'y adapter, même si cela pouvait être injuste. Elle avait peur pour vous, votre maman? Ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, moi, quand j'étais adolescente. C'est que j'avais un père qui, pour le coup, et je ne sais pas si c'est rare, mais dans mon entourage, j'en vois peu, qui était assez progressiste, qui m'a toujours dit tu seras jamais aussi libre qu'un homme, mais tu dois essayer de l'être. Parce qu'on est dans une société qui, forcément, ne laisse pas la même liberté de circulation, de parole, etc., etc. Et ma mère, à l'inverse, avait un discours de il faut pas que tu sortes trop tard le soir. Si tu sors avec cette jupe, mets un long manteau dessus dans l'espace public, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait t'arriver. Et donc vraiment ce discours de peur qui nous est transmis de mère en fille, pour le coup, même dans les récits, le petit chaperon rouge, etc. On a toute une mythologie en fait du danger qui non seulement participe en fait à nous confiner à l'intérieur, mais qui en plus est en décalage avec la réalité, parce que quand on regarde les chiffres annuels des homicides, donc des féminicides, en fait c'est dans le foyer qu'il y a le plus de danger et de violence. C'est à l'intérieur de chez nous qu'on a le plus de risques de se faire assassiner ou violer. 90% des victimes de viol connaissent leur agresseur. Ça existe, des viols dans la rue, mais c'est extrêmement rare en fait. C'est vraiment faible. Et donc il y avait vraiment je pense, cette idée que, en tant que femme, le danger est dehors, et donc cette envie de confiner, de rester à l'intérieur, ce qui n'a pas de sens, et ce qui en plus était assez paradoxal, parce que d'un côté il y avait le danger est dehors, mais en même temps, si on commence à se méfier des hommes et à avoir un discours en disant peut-être qu'il y a un problème avec la violence des hommes, tout d'un coup on devient féministe hystérique, on est contre les hommes, etc. Donc on est un peu, en tant que jeune fille, au milieu de ces deux injonctions. À la fois, faut pas sortir, mais faut pas non plus se méfier des hommes. Donc on est un peu bloqué. Et je sais que c'est une éducation qui, moi, m'a marquée, parce que je me disais, alors là, je ne sais pas quoi faire. Mais il y avait l'idéologie d'un côté pour votre père, et plutôt le côté, j'allais dire, pratique pour votre maman. C'est-à-dire qu'effectivement, ce ne sort pas avec une jupe trop courte, etc. C'était
finalement du quotidien par peur que vous soyez agressé par ceux-là même qui vous imposeraient d'être une espèce de tradwife, ou en tout cas correspondre au profil qu'on attend d'une femme de manière générale. Votre père, lui, effectivement, vous le dites, n'ayant jamais subi cette oppression, ne pouvait pas comprendre les dangers auxquels je m'exposais selon ma mère. Donc en fait, ils n'étaient pas sur le même plan. Non, absolument. Ma mère avait l'expérience, on va dire, du monde en tant que femme, et mon père était plus dans un absolu de liberté, dans un idéal de liberté. Et je pense qu'il y a énormément de mères qui participent en fait à créer une peur chez leurs filles, tout simplement pour les protéger, pour essayer d'anticiper le danger, etc., parce qu'elles savent la réalité du monde quand on est une femme. Et donc je pense que c'était ce vécu et cette peur qui parlait, là où mon père était plus effectivement dans l'absolu. Il faut être libre d'aller où on veut, dans la tenue qu'on souhaite. Une transmission qui s'opère aussi dans d'autres sociétés, soumettre la féminité dans le monde de mère en fille, on l'a vu et vous en parlez avec l'excision évidemment, qui est absolument dramatique, le repassage des seins au Cameroun, une technique ultra douloureuse, mais qui était faite effectivement pour que l'homme ne soit pas attiré par des seins un peu opulents. Exactement. En fait, c'est des pratiques à chaque fois qui sont opérées par des femmes, mais qui sont à destination des hommes finalement. Sur l'excision, on est pour maximiser les chances de se marier, en fait, parce qu'une fille qui n'est pas excisée n'est pas pure et donc ne pourra pas se marier. Donc on a toujours cet objectif de plaire aux hommes et de trouver le meilleur parti et donc la meilleure vie. En fait, c'est ça qui motive l'excision, ce qui est quand même hyper paradoxal et ce qui, en fait, quand on prend un pas de recul, n'a pas de sens. Et le repassage des seins, c'est tout simplement pour éviter que les jeunes femmes attirent l'attention des hommes et donc subissent des violences sexuelles. Donc en fait, on commet des violences pour essayer de contourner d'autres violences et d'y échapper. Mais certains hommes dans votre entourage, quand ils ont lu votre livre, ils n'ont pas été choqués de ça. Ils ne se sont pas dit, mais vous me mettez dans un rôle vraiment d'animal, quoi, qui ne soit pas penseur du tout et qui n'ait aucune réaction, qui n'ait qu'une réaction animale vis-à-vis de la femme. Ça ne les a pas choqués ? Non, après je pense que j'ai un entourage qui est très féministe. Après, bien sûr que... La réaction de lecteur, peut-être. Oui, c'est ça, il y a toujours un questionnement de qu'est-ce qui est la part du réel et qu'est-ce qui est... la part de construction. Je pense que sur les violences sexuelles, n'importe quelle femme pourra témoigner que le harcèlement de rue, ça commence très jeune. Je ne sais plus si j'en parle dans le livre ou pas, mais moi, la première fois que j'ai subi du harcèlement de rue, j'avais 9 ans. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté, les violences sexuelles. Donc voilà, je pense que sans rentrer dans une animalité, il y a quand même tout un discours, mais même des hommes, en fait, sur le fait qu'il y a des pulsions qui seraient naturelles chez les hommes, qui seraient irrépressibles, etc., et qui pardonneraient tout. Donc on doit faire avec. C'est ce que vous racontez effectivement dans le livre, la bataille de l'attention pour les hommes. En fait, vous racontez à quel point effectivement la valeur des femmes est évaluée en fonction de l'attention que leur portent les hommes. Absolument. Et je pense que il y a eu pas très longtemps, il y a eu une séquence médiatique avec Muriel Robin qui parlait du fait d'être pénétrable ou non, et donc des possibilités que ça ouvrait dans la vie. Et finalement, c'est exactement la même chose qu'on dit, c'est que en fonction de l'attirance, en fonction de la valeur qu'on peut avoir, valeur même sexuelle, envers les hommes, on va avoir une position dans la société qui va être différente. On va avoir une désirabilité qui est très liée à l'attention des hommes. Et donc, on va nous apprendre, mais dès très jeunes, qu'il faut tout faire pour attirer cette attention, pas trop non plus, histoire de ne pas tomber dans la mauvaise catégorie des salopes, tout simplement. Donc rester un peu dans le juste milieu de la femme désirable par tous, mais attrapable par personne, qui est un peu le positionnement qu'il faut qu'on ait. Et tout se fait effectivement en fonction du désir des hommes. Et notamment les concours de beauté. Ça, c'est assez drôle, enfin drôle. Je ne sais pas si c'est le terme. En tout cas, ça prête à sourire. Les critères, la liste des critères qui est proposée et demandée. Pas marié, pas d'enfant. C'est ça. Ça a évolué il y a 1 ou 2 ans. Mais de base, c'était pas marié, pas d'enfant, pas de tatouage, et moins de 25 ans. Donc on a vraiment là cette idée de la femme pure, facilement soumise, qui est en fait... à la disposition des projections des hommes et des téléspectateurs
Voilà, il faut surtout pas qu'elle ait d'histoire, il faut surtout pas qu'elle ait d'éléments qui pourraient bloquer le désir. Alors ce type de discours évidemment ne passe pas forcément toujours, on l'a vu, le discours qu'on appelle féministe, certains le voient d'un très mauvais œil, même beaucoup ne comprennent pas malheureusement. On l'a vu sur certains réseaux sociaux surtout, notamment sur, et vous en parlez de Némésis, des hommes qui tiennent des discours complètement misogynes, et s'ils ne sont pas misogynes, ils sont à côté et pas loin, et avec des femmes qui commentent. Et vous dites, leurs commentaires n'étaient pas les mêmes que les autres, leurs phrases commençaient toujours par « je suis une femme, mais ». Exactement. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée de comprendre pourquoi est-ce que cet argument de « je suis une femme » était la première chose qui venait et comment en fait ces femmes se faisaient finalement l'excuse parfaite du patriarcat. Pourquoi est-ce qu'elles choisissaient de défendre bec et ongle les agresseurs. On a Némésis qui est un collectif qu'on appelle fémo-nationaliste qui a cette communication-là, mais au moment où il y a eu les accusations et qu'il y a eu MeToo, on a eu une tribune très célèbre sur la liberté d'importuner. En fait, c'est exactement la même logique. Comment est-ce qu'en tant que femme, à un moment, on décide de prendre la parole, de mettre en avant le fait qu'on est une femme, de mettre en avant donc cette identité-là pour défendre des hommes violents. Qu'est-ce qui fait que ces femmes-là s'inscrivent dans ce système-là? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a déjà le fait que potentiellement c'est des femmes qui ont subi ces violences-là et donc le fait de les reconnaître comme des violences alors qu'on n'a jamais reconnu leur statut de victime, en fait, quelque part, c'est impossible. Ouais, c'est trop violent. C'est trop violent, c'est trop dur. Et il y a le fait aussi que il y a le maintien d'un certain ordre établi, il y a l'impossibilité aussi de parler contre les hommes violents dans les milieux où c'est des hommes puissants, parce que derrière ça impacte des carrières. On le voit, Adèle Haenel aujourd'hui, elle a quitté complètement la scène médiatique et le monde du cinéma, parce que derrière ses prises de parole, c'était un backlash énorme. On l'a vu aussi avec Amber Heard, qui a porté plainte contre Johnny Depp et qui s'est retrouvée avec une campagne de diffamation mais monumentale sur les réseaux sociaux où, à l'échelle planétaire, ça a été un exemple de si vous osez parler, voilà ce qui va vous arriver. Et donc on a vraiment ce système où on a des femmes qui se retrouvent piégées et qui donc ont soit le choix entre se taire, soit essayer de se mettre du côté de l'agresseur pour échapper aux violences, en espérant aussi sortir peut-être du groupe des opprimés, s'en extraire, se dire que peut-être qu'en étant dans le groupe de défense des agresseurs, elles ne seront pas, elles, à leur tour, prises pour cible, ce qui est un leurre en réalité, parce qu'on ne fera jamais partie du boys club à part entière. Mais pas à côté, justement, de l'agressé. Ce qui est assez fascinant, et on l'a dit dès le départ, c'est que, en fait, on voit à quel point la femme n'est pas son propre allié. Et vous l'expliquez à travers tout le livre. C'est la phrase qui résume probablement la démarche, en fait. Oui, absolument. En fait, il y a vraiment cette incapacité à avoir une sororité dans ce genre de cas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu Polanski et mon ami, je le connais, mais en fait, on a rarement entendu Adèle Haenel et mon amie, je la connais, elle ne ment pas. Et en fait, défendre les femmes victimes, c'est extrêmement compliqué. Ça expose à des violences, ça expose à plein de choses. Et aujourd'hui, c'est un danger, c'est s'exposer à aussi des accusations en diffamation, etc., etc. Donc il y a tout un système qui fait que cette sororité est juste impossible. Puis c'est entretenu. Si la vraie... et alors, je n'ai plus la phrase, pardon, on l'a souligné, mais je ne sais plus où elle est, mais vous allez me la redire, mais tout le monde a déjà entendu cette théorie que selon les femmes sont complètement folles, hystériques, hypocrites, sont incapables d'avoir des relations entre elles normalisées, en fait. Elles sont tout le temps dans quelque chose qui soit de l'ordre de la rivalité. Et c'est vrai qu'on le ressent à chaque fois. On dit toujours, voilà, les rapports entre les hommes sont toujours normalisés et à peu près sains, alors que les rapports entre femmes... C'est compliqué. Exactement. Il y a toujours cette idée que, oui, les femmes sont pas faites pour être amies et que les amitiés entre femmes sont extrêmement hypocrites. On a, mais je pense, dans énormément de films, de séries, vraiment cette image des femmes qui passent un très bon après-midi ensemble et dès qu'elles sont rentrées chez elles, ça déballe tout et c'est des critiques sur des critiques, alors qu'en fait, quand on regarde, moi, mes amitiés entre femmes, elles sont extrêmement saines, elles sont dans la communication, et en fait, ça participe à nous faire croire qu'on ne peut pas s'allier, qu'on est systématiquement en opposition. Pour le coup, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur cette rivalité supposée entre femmes. On l'a, en fait, la femme, elle est la traîtresse depuis le début, elle est Ève, elle est Pandore, elle est celle qui crée toutes les discordes, et elle est celle qui empêche en fait de vivre une vie agréable et paisible.
L'éducation, et on peut que le dire ici sur School TV, joue un rôle évidemment primordial dans tout cela, notamment pour convaincre que la condition des femmes, évidemment, est compliquée et qu'elle devrait être naturelle et méritée, évidemment. Et dans Femmes de droite, l'autrice explique, et vous la citez, on éduque les filles à l'obéissance, l'éducation draine, punit, raille, chasse d'elles l'esprit d'aventure intellectuelle. Je l'ai tellement ressenti, cette phrase, depuis le début. Non, j'ai beaucoup aimé ce livre et il a marqué mon écriture. C'est un livre qui est extrêmement intéressant et que j'invite vraiment tout le monde à lire. Mais oui, en fait, dans l'éducation, il y a vraiment un côté restrictif, intellectuel, mais comme physique. Le fait les petites filles portent des tenues qui ne sont pas du tout pratiques pour jouer. Donc, en fait, on va les restreindre dans leurs mouvements. Pareil, d'un point de vue intellectuel, une femme qui parle trop fort, qui parle trop, qui est trop intelligente, c'est un problème. Et on le voit, il y a des études statistiques assez, j'allais dire futiles, mais intéressantes sur, par exemple, les applications de rencontres, où à partir du moment où une femme est diplômée, plus elle est diplômée, moins elle va attirer. C'est l'inverse pour les hommes. Plus ils ont de diplômes, plus ils attirent. Donc il y a vraiment cette idée que, et c'est un peu ce que Claude François disait dans des interviews à l'époque, où ça passait encore, que en fait, à partir du moment où les femmes vieillissent, où elles dépassent 15 ans, c'était 15 ans la limite de Claude François, elles deviennent trop indépendantes. Elles ne sont plus assez dociles et faciles à manipuler. Donc il y a vraiment cette idée qu'il ne faut surtout pas une indépendance intellectuelle des femmes, il ne faut pas qu'elles soient intelligentes, il ne faut pas qu'elles s'expriment trop fort, il faut qu'elles restent à leur place sagement. Et des règles qui ne sont pas toujours les mêmes en fonction des filles et des garçons, peu importe l'âge d'ailleurs, trop différenciées. Absolument. Pour écrire le livre, j'ai questionné plusieurs fratries mixtes pour essayer de m'intéresser un peu aux différences qu'il pouvait y avoir dans l'éducation des filles et des garçons au sein d'une même famille et de voir si vraiment on pouvait noter une différence genrée. Et en fait, c'était assez évident à quel point les garçons avaient une beaucoup plus grande liberté, en fait, à quel point c'était une éducation qui était beaucoup plus permissive par rapport aux jeunes filles, où ils allaient avoir le droit de plus sortir, où leurs bêtises allaient être plus excusées, où en fait c'est un peu la phrase en anglais « boys will be boys », que voilà, dans tous les cas, les garçons agissent comme ça, ils font des bêtises, ils sautent dans la boue, ils parlent fort, et à l'inverse, les filles, c'est pas du tout toléré. On va exiger des jeunes filles d'être immédiatement matures parce que derrière, il faut reprendre le foyer. Donc on n'a pas le temps d'aller faire des bêtises. Il faut une responsabilité et une maturité pour les filles. Et en fait, ça conditionne pour toute la vie. Responsabilité et maturité. Et pour autant, il y a une sorte de hiérarchie, clairement, au sein des familles. Alors, au sein de la société, ça, on le sait tous. Mais même au sein des familles, je ne suis pas sûre que tout le monde en ait conscience. Et effectivement, l'autorité, souvent, est ramenée au père. Et puis le côté câlin, choyant, etc., à la mère. C'est ça. Je me suis aussi effectivement intéressée à la répartition genrée des rôles dans le couple parental. On voit que la mère, donc, c'est le quotidien, c'est le côté un peu rébarbaratif de faire à manger, faire les devoirs, enfin, vraiment la gestion du quotidien. Et le père, c'est à la fois le loisir, donc aller faire du sport, etc., et en même temps la discipline. Et on a souvent cette phrase des mères qui est dite aux enfants de si tu continues, je vais appeler ton père, et qui simule le fait qu'elles-mêmes ne pourront pas contrôler la réaction du père d'énervement. Donc en fait, on voit dans cette éducation-là que même la mère ici se soumet au père, qui est l'autorité supérieure, donc elle-même instaure ça, et qu'elle instaure aussi le fait que même elle ne peut pas contrôler sa colère. Et que si le père arrive, après... elle ne pourra plus rien faire et qu'il faudra payer les conséquences de ses actes. Donc on a vraiment ça dans les éducations aussi, qui montre cette hiérarchie au sein même du couple parental. Alors on le voit évidemment tout au long de ce livre que je vous conseille vivement de lire, Briser la chaîne, misogyne de mère en fille, de Camille L'extrait par les éditions Le Duc Société. À quel point eh bien, ça joue sur la famille, l'éducation, la société de manière générale, la prise de pouvoir aussi au sein des sociétés. Enfin c'est extrêmement complet et on s'y retrouve beaucoup, bien qu'il y ait des exemples contraires, on le sait et on en fait partie, mais tant mieux. Merci beaucoup d'avoir écrit ce livre et je le recommande à toutes les familles et surtout à tous les hommes qui nous regardent ce soir. Lisez-le. Briser la chaîne. Merci Camille L'extrait, Le Duc Société. Merci mille fois d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve.
Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et voilà, qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Fabrice Collin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Fabrice. Vous êtes auteur de Alice Présidente. Il va y avoir du sport, c'est le tome 4, celui-ci. Alice Présidente, qui est paru aux éditions Glénat. Livre que vous avez coécrit, si je puis dire, en tout cas écrit avec le dessinateur Gérald Guerlet, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Voilà. Alors évidemment, quand on lit Alice Présidente, tome 4, puis avec le petit sous-titre, il va y avoir du sport, on comprend qu'il y a 2 thématiques très importantes. Mais d'abord, avant cela, après un premier tour, on aurait pu croire effectivement à une sorte de livre prophétique. Un petit peu. C'est vrai qu'on a commencé, voilà, on a sorti le premier tome il y a 2 ans. Il y avait déjà, enfin, il y a toujours une actualité, mais là, on est vraiment dans le cœur du sujet. En tout cas, celle-ci, elle est sympathique. Elle est sympathique. On ne sait pas, on verra. Mais enfin, bien sûr, il est question, donc je disais, de parler de la place des femmes au gouvernement, les femmes en politique probablement, mais aussi de leur place dans le sport. Pourquoi faire l'analogie des deux? Est-ce que c'est juste parce qu'il y avait les JO qui arrivaient ou parce qu'il y a vraiment un sens que ce soit alors c'est une petite fille qui a 9 ans et demi, bon, voilà, qui se retrouve par le truchement d'un jeu de circonstances assez incroyable, présidente de la République. On voulait une fille plutôt qu'un garçon, ça c'était assez clair pour le côté impertinence, fantaisie qui est rattaché à la petite fille. Et puis là, oui, c'est le 4e tome et il y a le côté Jeux Olympiques sur lequel on surfe un petit peu. Alors petite fille aussi parce que c'est l'idée quand même que des femmes en politique, il y en a certaines, mais on a toujours un peu l'impression qu'elles n'ont pas forcément leur place ou qu'elles sont en train de jouer des coudes. Évidemment là, elle a 9 ans et demi, on comprend bien que c'est un livre jeunesse, mais c'était important de voir aussi quelle était l'attitude, je ne vais pas tout dévoiler, mais l'attitude de cette jeune fille qui arrive. Les premières pages se passent en prison et tout d'un coup elle a un peu côté un peu hautain, quoi, un peu... Oui. Alors bon, elle a un côté... Alors c'est une fille, donc il y a parfois... Et c'est une petite fille, donc il y a un petit truc un peu girl power. Elle est à la fois encore dans le domaine de l'enfance et en même temps confrontée, on va dire, à 90% à des hommes politiques, compris, voilà, elle chambre le président des États-Unis, qui est une espèce de mélange entre Donald
Trump et Arnold Schwarzenegger, on ne sait pas très trop. Drôle. Elle est confrontée la plupart du temps à des chefs d'État qui sont des hommes, quoi. Donc il faut aussi qu'elle se fasse entendre. Et les dessins sont vraiment, vraiment cocasses, vraiment très drôles. La plupart des hommes sont représentés avec des carrures pas possibles, hyper imposants, toujours un peu en mode gonflette, on a l'impression. Et une petite tête plutôt. Oui, voilà. Alors qu'elle, c'est le contraire. Elle a un corps fluet, elle a une grosse tête. Je pense que ça a une importance. Oui, l'importance de pouvoir prouver qu'effectivement, même quand on a 9h30 et être une jeune fille, on peut penser, c'est ça? Exactement. Et puis cet homme qu'on retrouve souvent, alors je ne sais pas si on va bien le voir là, à l'antenne, il n'a pas le physique de l'emploi dont on vient de parler juste avant lui. Les cheveux un petit peu dégarnis, la petite moustache, petit côté un peu l'air bonnet, mais en même temps sympathique, il ne veut pas trop froisser. Figure paternelle qu'on retrouve un peu. Oui, il y a ça, il y a figure paternelle, il y a figure qui surplombe, il y a des gens qui essayent de lui expliquer la vie en général, et puis elle a un truc marrant, c'est qu'elle se souvient du nom de personne, donc elle n'arrête pas d'attribuer à tous les personnages masculins des prénoms qui ne sont pas les leurs, donc ils n'arrêtent pas de la reprendre, et puis elle leur dit mais on s'en fout, c'est pas grave, vos noms sont pas importants, quoi. Peut-être qu'un jour je serai présidente de la République, donc parce que moi aussi je suis plutôt les prénoms et les noms. Un bon début. Non, je fais juste une blague pour le. Mais le livre, effectivement, donc je disais, parle à la fois effectivement de la place des femmes, même à 9h30, mais c'est une façon de la place des femmes en politique, et puis aussi donc l'occasion de pouvoir faire une approche vers le sport, vers les JO, la place des femmes dans le sport. Vous l'avez pas mal étudié. Oui. Bon, moi, je l'ai d'autant plus étudié que j'ai écrit un autre livre sur le sujet, qui va sortir dans quelques mois, sur une aviatrice française du début du siècle, et qui parle beaucoup de ça, qui fait toute une interview dans le journal L'Auto, qui est l'ancêtre de l'Équipe, sur la place des femmes dans le sport. Et c'est un vaste sujet. Ça fait un siècle qu'on essaye de se battre pour que ce soit la même place que celle des hommes. Et Alice, elle est tout à fait. C'est une présidente. Elle a envie que les équipes françaises ou les athlètes français gagnent, et elle est prête à employer tous les moyens pour ça. Alors, tous les moyens, c'est lesquels? Parce que je ne veux pas dévoiler, et je pense que vous serez la meilleure personne à même de pouvoir parler des initiatives qu'elle prend. Des fois, on s'arrange un petit peu, quoi. C'est vrai que, alors, c'est pas du dopage, mais il y a des moyens un petit peu techniques, on va dire. Elle arrange des choses. Et puis, comme certaines personnes qu'on connaît, elle tient pas au courant, en fait, son entourage. C'est ça qui est assez marrant, souvent. C'est-à-dire qu'elle prend des décisions. Elle prévient pas, par exemple. Elle fait des choses qui sont presque pires que des dissolutions, et elle met les gens devant le fait accompli. Elle leur dit, mais t'inquiète, je gère, ça va très bien se passer. Ça se passe plus ou moins bien, quoi. Elle a fait construire une sucette géante en pleine ville, une autoroute méga giga express avec des loopings. Elle va installer des toboggans incroyables, aquatiques, place du Louvre. On voit que ça, on aurait pu l'imaginer devant le... Oui. Il y a des fois, on n'en est pas très loin. Oui, il y a un côté artistique, mais il y a un côté aussi peut-être de la place de l'enfant aussi dans la société qui se joue. Oui. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Oui, on avait fait dans le premier tome un concours en disant aux enfants présentez-nous vos mesures. Les mesures rêvées que vous avez. Voilà, si vous étiez président ou Premier ministre, qu'est-ce que vous conseilleriez à Alice? Et c'était assez marrant, mais il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour des fontaines à chocolat ou des choses comme ça. Il y avait quand même un truc très, pour nous, les enfants, voilà, ce qui nous ferait plaisir. Alors, elle a aussi une statue géante à son effigie, et puis dès les premières pages, quand l'un de ces petits moustachus dont je vous parlais lui dit écoutez, non, mais je crois que c'est pas une très bonne idée de faire sortir tout le monde de prison. Il dit c'est vous la présidente? Non, bon, alors. Et elle a ce petit côté comme ça. Un côté un peu 5e République sans le Parlement. C'est le règne de l'exécutif. Alors, toute ressemblance, etc. Mais c'est elle qui décide. Et puis les gens disent mais on n'est pas trop d'accord. Puis elle dit c'est pas grave. Comment vous est venue l'idée d'écrire cette bande dessinée? Enfin, cette bande dessinée. Oui, c'est une bande dessinée, clairement, ce petit livre. Alors déjà, il faut savoir que ma fille aînée s'appelle Alice. Alors maintenant, elle a 21 ans. Mais il y a toujours le côté la première... qu'on met un petit peu sur un piédestal en tant que parent et qui le sent bien, qui joue pas mal de ça, qui voit arriver un petit frère après avec une sorte de scepticisme et d'ennui en disant oh là là, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient marcher sur mes plates-bandes. Donc elle a un petit côté mégalo. Et puis pour nous, ce qui est important, c'est la fantaisie. C'est quelqu'un qui a bon cœur d'abord, donc qui veut plutôt le bien de ses concitoyens. Alors on parle pas de la question de la façon dont sont financées les mesures, etc. Mais
elle veut que les gens soient joyeux, elle veut qu'ils se fassent des câlins, elle veut que les guerres s'arrêtent. Bon, je pense qu'on a tous un petit peu une Alice en nous, quoi. Oui, et puis des valeurs que l'on prône quand on est jeune et même un peu moins jeune. Finalement, c'est une façon aussi d'amener les enfants à réfléchir à la chose publique, quoi, à la politique, à la res publica et à tout ce qui peut être, en Absolument. tout cas être... Oui. On fait parfois des interventions d'ailleurs en milieu scolaire pour parler du livre avec des enfants. Ça nous permet d'aborder la politique et de faire un peu la différence entre ce qu'on veut et ce qui serait bien, et puis comment on fait ces choses. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Est-ce que si ça nous plaît à nous, ça veut dire que c'est bien? Est-ce qu'il y a un intérêt supérieur? Comment on finance les choses, etc. Ça permet de brasser plein de thèmes. Et donc, quelles sont les questions tout de suite immédiates que vous posent les enfants que vous rencontrez? Est-ce que c'est possible d'être vraiment président si petit? Parce qu'on explique un petit peu comment ça s'est fait. Il y a un changement de constitution. En fait, à la base, il y a un ancien chef d'État qui déraille à moitié, qui dit puisque c'est comme ça, on va changer les règles de la Constitution, hein, bon, et ça se retourne contre lui. Donc encore une fois, il y a un petit côté on va dire prophétique, mais bon, voilà, on fait des choses, on se dit ça va me servir, puis en fait ça marche pas si bien que ça, et il se passe autre chose qu'on n'avait pas prévu. Donc ça les intrigue beaucoup, parce qu'ils se disent si c'est dans un livre, peut-être que c'est réellement possible. C'est jamais arrivé, il doit y avoir des raisons, mais est-ce que c'est des raisons vraiment constitutionnelles, ou est-ce que l'opportunité s'est jamais présentée, quoi? Et puis peut-être cette dernière question, mais sur cette importance de tout acte a des conséquences aussi, sur lequel on peut travailler effectivement avec les enfants lorsque vous les rencontrez dans les classes? Oui, alors c'est vraiment une question qui vient en dernier, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté assertif, on veut ça, on pense que ça c'est bien, et quand on réfléchit effectivement aux conséquences des actes et au fait que ce qui est bien, par exemple, même pour un pays, peut ne pas être bien pour le reste du monde, etc. C'est des choses où ils ouvrent un peu des grands yeux, ils se disent ah oui, il y a ça aussi, donc c'est pas si simple d'être présidente, quoi. Et peut-être imaginer le sport davantage au cœur de la société, pas seulement dans le cadre d'un événement comme celui-ci. Ah bah oui, parce qu'elle, de toute façon, le sport pour elle, c'est un truc assez vaste, mais ça peut aller jusque à l'acrobranche, effectivement, aux poursuites de voitures dans Paris, à mettre des tyroliennes entre la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse, etc. Ça, c'est les choses qui la branchent. Donc c'est le plaisir des activités en plein air, le sport, la compétition, tout ça, c'est des choses qui lui plaisent, quoi. C'est rock'n'roll chez vous. C'est sympa en tout cas. Alice présidente, il va y avoir du sport paru chez Glénat, Fabrice Collin et Gérald Guerlet. Voilà, ça c'est le tome 4, hein, donc les 3 premiers tomes. Rappelez-moi les titres des 3 premiers. Alors je pourrais plus vous les dire, je ne me souviens plus par cœur des titres. C'est forcément très bien, quoi qu'il arrive. Tous les 4 en librairie. Ouais. Voilà, plus le prochain à venir, vous n'avez pas encore le titre? On ne sait pas encore, mais il se pourrait que ce soit une seule histoire au long cours et plus seulement des petites scénettes comme dans les précédents tomes, quoi. Merci beaucoup Fabrice Collin d'être venu sur le plateau du Grand JT nous parler d'Alice présidente. Merci. On va tout de suite retrouver Guillaume Buan pour sa chronique. Pour votre chronique, Guillaume, dernière chronique de l'année, mais on y viendra juste à la fin. Oui. La chronique vue à l'étranger, direction l'Inde, où le Premier ministre Narendra Modi fait face au premier scandale de son nouveau mandat. Plusieurs concours nationaux ont dû être annulés suite à des fraudes. Et cela concerne plus précisément l'épreuve pour entrer en école de médecine. On parle là de millions de jeunes indiens qui ont dû repasser dimanche l'examen national pour décrocher une place dans ces écoles en cause des soupçons de triche à grande échelle. 2,5 millions de candidats pour à peine 110 000 places. Or, au début du mois, à l'annonce de ces résultats, il y avait des incohérences. 67 étudiants ont obtenu la note maximale contre d'ordinaire 2 à 3 par an. Par ailleurs, le nombre de celles et ceux qui ont obtenu une assez bonne note pour briguer les meilleures écoles de médecine a été cette année multiplié par 3. Alors comment on explique cela ? Tout simplement parce que les sujets ont fuité. 13 personnes ont d'ailleurs été arrêtées dans l'état du Bihar pour avoir donné les sujets à une trentaine d'étudiants 24 heures avant l'examen. Dans un premier temps, l'agence nationale qui organise cet examen a refusé de reconnaître justement cette évidence et cette fraude et cette tricherie. Mais la colère des étudiants
étudiants est tout simplement monté. Des manifestations, parfois violentes, ont d'ailleurs éclaté à travers différentes régions du pays. Et l'opposition également à Narendra Modi s'est saisie de ce scandale pour accuser tout simplement le gouvernement. Alors il faut savoir que ce sont là des examens qui sont extrêmement compétitifs. Le nombre de candidats face aux places en école est extrêmement réduite. Je vous rappelle, on est à 2,5 millions de candidats, on a 110 000 places seulement. Pour la jeunesse qui est frappée en Inde, là aussi il faut le rappeler, par un chômage de masse qui est extrêmement important. Alors savoir que les résultats sont pipés, eh bien parce que certains ont obtenu les sujets en amont, c'est une injustice insupportable pour ces jeunes qui étaient dans la rue. Et pourtant, la triche dans le pays n'est pas une nouveauté. Oui, elles ont lieu tout simplement chaque année, provoquant différentes enquêtes judiciaires qui sont interminables et qui laissent dans l'attente, pour certains, pendant très longtemps. Et c'est des familles qui ont d'ailleurs sacrifié de l'argent, qui ont sacrifié du temps, de l'énergie pour préparer, pour se lancer justement dans ces concours. On a The Indian Express, par exemple, qui a mené une enquête en février. En 5 ans, ce sont 14 millions d'Indiens qui ont été affectés par la corruption qui sévit dans le secteur des examens en Inde, avec au moins 40 fuites recensées. L'affaire de cette année concerne donc l'entrée en école de médecine. Elle rassemble plusieurs griefs. D'abord, c'est l'un des plus prestigieux. Qu'il soit ainsi compromis en dit long sur le manque d'organisation, voire la corruption également de l'administration. Et puis, les conditions de cet examen ont été modifiées sous la mandature de l'actuel Premier ministre Narendra Modi. Oui, en 2016, en fait, le gouvernement a décidé de rendre cet examen national et non plus régional. Le résultat a donc été catastrophique. Les étudiants pauvres, on en parlait Virginie hors antenne, qui bachotaient en fait jusqu'à présent sur des manuels dans les langues régionales, eh bien se sont retrouvés face à celles et ceux qui étaient un peu plus aisés dans des familles où ils pouvaient avoir des cours particuliers qui maîtrisaient bien mieux l'anglais ou encore l'hindi, car oui, l'anglais en fait est devenu la langue officielle pour ces épreuves et celles et ceux qui avaient des langues régionales se sont retrouvés plus en difficulté. Et la conséquence de ces inégalités, j'imagine une forte hausse du chômage ? Effectivement, selon l'Organisation internationale du travail, près de 30% des jeunes diplômés indiens, malgré les efforts, sont tout simplement au chômage. C'est un problème d'ailleurs qui est brûlant, qui a probablement coûté au parti hindouiste du Premier ministre sa majorité absolue aux dernières élections. Les 2/3 des jeunes chômeurs indiens sont en effet diplômés. L'Inde a beau avoir un taux de croissance d'ailleurs qui est enviable depuis des années et qui fera d'elle d'ailleurs la 3e économie du monde. Elle ne génère tout simplement pas assez d'emplois pour les millions de jeunes qui restent sur le carreau et qui pourtant sont bien formés. Alors si en plus les examens nationaux qui permettent d'entrer donc dans l'administration ou de s'élever dans la hiérarchie sociale pour celles et ceux qui viennent des régions peut-être les plus pauvres, eh bien cette corruption vient tout gâcher. C'est la société indienne qui s'effondre tout simplement et qui est affectée par cette tricherie et qui concerne tout simplement de millions de jeunes. Merci beaucoup Guillaume. Alors je disais en début d'échange, c'est la dernière chronique de la saison. L'occasion pour moi de vous remercier chaleureusement. Merci. De ce petit duo que nous avons formé avec vos autres camarades, mais vraiment, merci 1000 fois, bravo. On vous retrouve toujours sur School, vous ne quittez pas la chaîne. Je reste là. Mais vous partez avec notre ami Emmanuel Davidenkoff rejoindre l'équipe de La Quotidienne. C'est exactement ça. À partir de la rentrée, je serai là tous les jours pour encore vous informer, vous donner des belles chroniques et j'espère vous informer, vous divertir. Mais merci Virginie pour la bienveillance, pour le sourire, pour la gentillesse. Merci à Emma, à Laura, à toutes les équipes qui travaillent ici. Ça a été un pur bonheur. Merci. Ce sera un meilleur encore avec Emmanuel, de toute évidence. Merci 1000 fois. Merci Guillaume. Qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, cette régie qui parle, presque Dieu. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine, son invitée est la scénariste Vanessa Ferry. Et t'étais quel genre d'élève ? Dissipée. Je te vois bavarde. Ouais, bah oui, vraiment, je crois qu'il n'y a pas un seul de mes bulletins scolaires où il n'y a pas marqué bavardage. Vraiment. Mais non, plutôt bonne élève et j'aimais bien l'école. Donc tu étais dissipée, mais tu avais des bonnes notes. Ouais. Donc comment les professeurs t'appréhendaient, ils t'appréciaient ? Oui, ouais, parce que j'ai toujours été un peu le clown de la classe aussi. C'est peut-être aussi pour ça que je suis humoriste maintenant, mais ouais, j'étais... Très tôt, t'as su que tu faisais rire les autres ? Ouais. Enfin, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est vrai que oui, j'aimais faire rire les gens, voilà, j'adorais faire le clown, j'adorais parler, voilà, donc d'où le bavardage. Ça m'étonne pas du tout. Ouais, bah écoute. Est-ce qu'il y avait des matières cauchemars ou... Les maths.
Ouais. Je crois comme tout le monde. Beaucoup de gens le disent ici. Ouais, les maths. La techno. Mais ça dure pas longtemps, la techno. Oui, c'est vrai, mais j'ai jamais compris le principe. Non, après non, j'adorais le sport, le français, l'histoire géo, j'adorais ça. J'ai eu des profs d'histoire géo formidables. Qui m'ont passionnée à ça et j'aime beaucoup. Et si là tu réfléchis, est-ce qu'il y a un moment marquant, spontanément, qui te revient en tête, une anecdote? Ça peut être drôle, ça peut être triste. Anecdote, je crois que c'est le stage de théâtre que j'ai fait en 6e grâce à mon prof de français. Qui m'a bouleversée et ouvert justement à tout ce que je fais maintenant. Et la première pièce de théâtre que j'ai jouée, j'étais en 6e. Ouais, oui, en 6e, ouais. Et je trouve que c'est très bien d'emmener justement les jeunes au Tu penses que c'est de là qu'est née ta vocation? Oui, puis ma mère aussi, qui m'a beaucoup emmenée au théâtre. À 12 ans, elle m'a emmenée voir Valérie Le Mercier. Ça a été une révélation. Voilà. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Vanessa Ferry, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Et tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Louise, l'intelligence artificielle, vous le savez, a investi le domaine de l'éducation depuis plusieurs mois déjà, en faisant beaucoup de bruit, en révolutionnant les usages aussi. Révolution que vous avez décidé de suivre, Louise, en créant donc Rakuno, une sorte de compagnon de révision digitale et surtout dans notre poche, et qui permet aux élèves de réviser les matières scientifiques en 15 minutes par jour. Ça, c'est votre promesse. Expliquez-nous comment ça marche. Exactement. Donc, j'ai développé Rakuno, qui est en fait le premier professeur particulier dans la poche des élèves. Et on va utiliser l'intelligence artificielle pour accompagner les élèves et leur donner le soutien personnalisé dont ils ont généralement besoin pour réussir. Donc concrètement, on utilise tous les outils, tous les avantages de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la personnalisation, le fait qu'on peut générer énormément de contenu scolaire ultra personnalisé. On va utiliser ça pour les aider à réviser, pour les aider à préparer les examens, notamment le brevet, le bac, et pour simplement se motiver et réussir à travers toute leur scolarité. Et ça, principalement sur les filières et matières scientifiques. Exactement. Donc, on a commencé avec les mathématiques. Ouais. Le but va être de s'étendre à toutes les matières scientifiques. C'est parce qu'on a senti d'abord un besoin plus urgent en mathématiques. D'accord. Mais le but, c'est que Rakuno soit un prof particulier qui va t'aider dans toutes les matières, tous les soirs, tous les jours, quand tu en as besoin. Justement, ce baromètre, on y vient. En quoi ce baromètre, cette enquête est inédite ? Alors, on a décidé de créer... Donc, Ecoluma agit vraiment au quotidien avec Être Prof, avec Manageduc, en soutien aux enseignants, aux chefs d'établissement. Et on a par ailleurs une équipe scientifique et un observatoire en fait, qui nous permet de voir l'évolution des pratiques pédagogiques des enseignants. Sur combien de temps ? En fait, tous les 2 ans, on refait les mêmes enquêtes. Et donc là, on a une vision comparée par rapport à 2022, puisqu'on avait déjà mené ce baromètre en 2022, ce qui nous permet de voir un petit peu l'évolution des perceptions et des pratiques et des besoins aussi des enseignants pour le développement des compétences psychosociales. On traite de différents sujets, les compétences psychosociales, mais aussi beaucoup d'autres, les questions de santé mentale à l'école, les questions de réduction des inégalités sociales. Donc voilà, on va traiter un certain nombre de sujets, dont les CPS. Alix. Et justement, il y a un nouveau sujet qui a émergé en 2 ans ? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a à la fois une prise en compte nette des CPS par les enseignants, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que c'est absolument nécessaire de les transmettre à l'école, ce qui n'était pas forcément une évidence vu l'histoire en fait et la tradition de l'école française. Donc, ils ont conscience qu'ils ont ces besoins de développer ça. Sur leur rôle, concernant leur rôle, ils sont un peu en retrait par rapport à 2022, c'est-à-dire ils ont conscience que c'est de leur rôle, mais quelque part un peu moins qu'en 2022. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un essoufflement ? Est-ce qu'on peut décoder ça comme un essoufflement vis-à-vis du sujet ? C'est potentiellement une hypothèse. Et par contre, on voit qu'ils mettent en place des pratiques pédagogiques de manière beaucoup plus forte, 3 fois plus importante, qu'il y a 2 ans. Il n'y a pas de prépa réussie sans travail estival, ça c'est pas possible. Ça c'est vrai et la plupart des prépas communiquent justement une liste de travail à faire avant la rentrée en première année. Donc par exemple en culture générale ça va être des livres assez classiques à lire comme par exemple l'Iliade ou l'Odyssée. En maths ça va être de faire des exercices de remise à niveau. En langue de faire de la grammaire. Et donc c'est quelque chose qui permet
permet vraiment de se mettre dans le bain, parce que forcément c'est une quantité de travail qui est moindre par rapport à ce qui va être fait ensuite en prépa, mais ça permet d'arriver en prépa en ayant revu les Faut pas perdre le rythme. Et exactement, pour être prêt dès septembre à attaquer à pleine vitesse. Voilà, et donc on vous donne l'ordonnance tout de suite, c'est entre 80 et 150 heures cet été, c'est ça? Exactement. Mais vous conseillez quand même de prendre des vraies vacances au milieu? Moi c'est ce que j'avais fait, j'avais pris des vacances au milieu, et même les moments où je travaillais à peu près 5-6 heures par jour, mais je faisais des pauses par exemple le soir, parce que c'est vrai que passer du rythme du lycée à un rythme trop prononcé, ça peut être un peu compliqué, c'est bien d'avoir une phase d'adaptation, et c'est pour ça justement que c'est bien de commencer à travailler pendant l'été. Alors on dit que la prépa s'annonce une vie monacale, pourtant vous, vos deux objectifs initiaux à l'entrée, c'était alors évidemment l'entrée dans une grande école parisienne, donc en gros HEC, SEC, pour le dire vite, mais aussi, et au même niveau, la quête d'amitié forte. Exactement, parce que... je ne deviendrai pas une nerd perdue dans mon coin. Justement, c'est quelque chose que je recherchais parce que je savais que j'allais pas réussir à tenir 2 ans de prépa juste en travaillant seule, et parce que j'avais échangé avec des étudiants de prépa qui m'avaient dit qu'ils avaient créé vraiment des amitiés extrêmement fortes. C'était quelque chose que je recherchais, et c'est quelque chose que j'ai eu la chance de trouver à Danilou, parce que je ressors de cette prépa avec mon admission à HEC, mais aussi mes meilleurs des amis pour la vie. Exactement. Les difficultés que les élèves rencontrent en maths, elles sont principalement dues à quoi, selon vous? Vous échangez peut-être avec certains de vos utilisateurs. On dit souvent que les jeunes ont peur des maths, que c'est une matière par rapport aux autres qu'on craint un peu parce que c'est complexe. Et puis forcément, on en parlera dans un instant, mais de plus en plus de filles s'éloignent des filières scientifiques et notamment des maths. Pourquoi les élèves français ont-ils autant de difficultés en maths, selon vous? C'est une matière où, en fait, comme toutes les autres matières, il y a besoin d'un accompagnement. Tout le monde n'apprend pas la même matière, les mathématiques. Et surtout, il y a un moment, il faut être motivé. Et on a aussi un problème de motivation des élèves où, quand on a eu 8 heures de cours par jour, c'est difficile le soir de rentrer chez soi et se dire, maintenant, je vais travailler en plus 3 heures mes maths. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour nous aussi de créer une solution ludique qui encourage les élèves à utiliser simplement 15 minutes par jour, un peu à la Duolingo qui fait ça avec c'est ce que j'allais dire, tout à fait. Exactement. Et de, comme ça, les emmener à travailler 15 minutes par jour le soir de manière fun. Et aujourd'hui, c'est possible avec Rakuno. Quand avant, vous deviez faire un exercice sur les fonctions un peu ennuyant, aujourd'hui, vous pouvez demander à Rakuno, fais-moi un exercice sur les fonctions et sur Harry Potter. Donc il vous le génère, par exemple, avec un truc un peu fun sur Harry Potter. Exactement. Et à la place de calculer ma fonction un peu ennuyante, je vais calculer la trajectoire de mon balai quand je joue au Quidditch. Donc, ça change tout de suite l'approche au devoir. Quels sont les besoins les plus pressants exprimés par les enseignants ? Alors, les enseignants expriment clairement un besoin d'accompagnement et de formation. Donc, on voit bien qu'au cours du temps, on a un vrai sujet qui émerge et qui est assez peu considéré en France, c'est que les enseignants français sont 10 fois moins formés que les enseignants à Singapour en formation continue. Ils sont 13 fois moins formés que les fonctionnaires du ministère de la Justice. Donc, on est face à des enseignants qui ont en moyenne 10 heures de formation par an. Donc 0 dans le second degré, obligatoire, et 18 heures dans le premier degré. Donc la moyenne, à peu près une dizaine d'heures. Donc mais du coup, pardon de vous couper, c'est l'école de la débrouille pour eux? Complètement. C'est l'école de la débrouille, vous l'avez exactement bien nommé. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a quelques formations institutionnelles et quelques efforts qui sont faits en ce sens, mais globalement, la majorité s'auto-forme en fait. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des ressources sur Internet par leurs propres moyens pour développer leurs propres compétences. Qu'est-ce qu'il y a dans votre bouquin que vous ne trouviez pas dans les bouquins ou les sites internet qui informent sur les prépas? Globalement, c'était vraiment cette vision d'ensemble pour avoir un aperçu global de à quoi ça allait ressembler la prépa. Et donc, parce qu'à chaque fois, il y avait soit des témoignages par matière, soit des témoignages sur le rythme de travail. Mais même quand c'était sur le rythme de travail, on disait qu'on travaillait beaucoup, mais on ne disait pas combien d'heures, on ne disait pas vraiment à quel point il fallait travailler pendant les vacances. Et donc, c'est vrai que la prépa, c'est quelque chose qui pas assez concret, en fait. Et quand je m'y suis lancée, je ne savais pas totalement dans quoi je me lançais. Je trouve que c'est dommage parce que avec ce livre, par exemple, ça permet vraiment de savoir dans quoi on se lance et d'y aller en ayant vraiment toutes les cartes en main pour réussir le mieux possible. Alors ça, c'est très important parce que vous le rappelez d'ailleurs, la première question, c'est est-ce que je suis fait pour la prépa? Il y a quand même un indice, c'est le ratio temps de travail, résultat au lycée.
Exactement, et c'est quelque chose qui est très vrai. Je pense que si on a l'impression d'être presque au bout de ses capacités au lycée, la prépa ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il y a une charge de travail qui est vraiment colossale et donc il faut avoir une marge de manœuvre entre guillemets. Et donc moi j'avais la chance au lycée de ne pas avoir besoin de beaucoup travailler pour avoir des bons résultats et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant que oui il y avait des chances que je réussisse en prépa. Parce que vous en aviez sous le pied comme on dit. Exactement, et donc en prépa j'ai augmenté énormément mon temps de travail et ça m'a permis aussi de bien réussir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Romain Luc. Le son, c'est Alexis Oustabassidis. Le maquillage, Eva Troller. Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao et à demain.